Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS par exemple ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour Clémentine. Bonjour Marine. Merci de m'accueillir chez toi, en région rennaise. Alors, on a eu un petit peu de mal à trouver un créneau pour enregistrer ce podcast entre tes urgences, la repro équine. Donc, je suis partie en tournée ce matin, mais bon, on a fini par trouver une fin d'après-midi avant que les enfants rentrent. Alors, du coup, Clémentine, toi, t'as 35 ans. On est de la même promo, t'es sortie d'Alfort en 2011. T'as enchaîné avec un internat en équine entre Alfort et le Siral. Ensuite, t'es partie faire tes armes dans le Calvados, presque 2 ans dans une grosse structure hospitalière. Puis, direction les Pays de la Loire pour de l'équine itinérante, donc une expérience vraiment différente de la première. C'est d'ailleurs là que tu feras tes 2 enfants, que tu poseras tes valises un temps. Et puis, depuis un peu plus d'1 an et demi, t'as déménagé en Bretagne et tu t'es lancée à ton compte en équine itinérante, en solo, avec 2 enfants en bas âge. Moi, j'avais envie de t'interviewer parce qu'en fait, tu cumules des choses qui sont assez rares. D'abord, tu es toujours en pratique équine après 10 ans et je pense que dans la promo, il y en a pas beaucoup. Ouais, donc, c'est déjà une particularité. Mais en plus, tu es en solo avec 2 enfants en bas âge, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est rare aussi. Donc, j'ai envie qu'on parle de ces choix-là et de comment tu gères au quotidien, notamment ta parentalité avec ce métier qui est parfois plein de contraintes. Voilà, ça te va comme programme ? Ah, c'est super. Bon, on va commencer par le début. Toi, t'as fait veto pour faire de l'équine ou bien c'est venu pendant tes études ? Ah non, pour faire de l'équine. Moi, je montais pas à cheval de manière régulière quand j'étais petite, mais ma maman montait à cheval et donc je faisais des stages l'été en Bretagne, tous les étés. Et quand il a fallu choisir un métier, alors j'ai voulu faire fleuriste à un moment. J'étais toute petite, je me souviens. Puis après, voilà, c'était une évidence. Je voulais soigner les chevaux. Ça n'a jamais voulu être vétérinaire pour autre chose que ça, en fait. Et à l'école, pendant ton cursus, tu t'es reposé la question ou ça n'a pas varié ? Jamais. Non. Ah, c'était juste une évidence, en fait. Je voulais être dans le soin. Je me suis un peu posé la question parce qu'effectivement, l'équine arrive tard dans le cursus, donc c'est sympa de faire. J'aime bien les chiens de travail, les malinois. Enfin, c'est. Donc la question s'est un petit peu posée, mais franchement pas très longtemps, quoi. Moi, j'ai adoré notre 3e année. On a découvert l'équine. Enfin, je veux dire, j'étais avide de cette connaissance. J'attendais que ça, et j'ai toujours voulu faire que ça. Ouais.
Et à la fin de tes 5 ans, donc après une A5 équine, pourquoi tu t'orientes vers un internat et pourquoi tu fais le choix de le faire entre Alfort et le Siral? Alors l'internat pour moi c'est parce qu'on n'est pas assez formé en équine en sortant de 5e année. Ça me paraissait comme une évidence que si je voulais faire de l'équine pure, ce qui était mon but, il fallait que je sois mieux formée pour arriver sur le terrain. Et il était dit à l'époque, enfin moi j'avais retenu que voilà, à faire de l'équine pure, une A5 ne suffisait pas. Et donc l'internat était vraiment la suite logique du truc. Pourquoi Alfort? Et donc entre Alfort et le Siral, parce qu'il y avait le Siral. Au final, j'aimais bien l'ortho à cette époque-là. J'aimais ça. Je voulais aller au Siral. Donc c'était le choix logique et je voulais pas me fermer la porte à une résidence. C'était pas mon but, mais je voulais garder cette option ouverte et donc je voulais un internat public et pas privé. D'accord. Voilà. Et à l'issue de cet internat, tu te sens de partir sur le terrain ou cette question de la résidence revient dans ta tête? Alors la résidence non, parce que en fait on a rarement des résidences en sortant d'école. Entre-temps, j'avais rencontré mon homme qui lui démarrait une résidence, donc d'un point de vue pratico-pratique sur du long terme, ça me paraissait pas simple d'avoir moi c'était plutôt de la médecine, donc un médecin équin plus un chirurgien canin, pas forcément très simple. Et puis donc la résidence, on n'en avait pas de toute manière d'ouverte, enfin ça s'est pas posé. La question s'est posée de rester au Siral en tant qu'assistante tout en continuant un donc cursus. Une année supplémentaire. Ouais, une année supplémentaire, mais l'idée c'était de faire un cursus à la fac en même temps pour aller vers maître de conf. D'accord. En mode donc avec de l'enseignement. Avec de l'enseignement. Moi j'adore partager, enseigner, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc ça m'aurait plu, ça me plairait toujours d'ailleurs, mais finalement la vie a fait que c'était compliqué d'organiser ça. On m'a proposé un poste à Deauville sur lequel j'ai postulé, que j'ai eu. Et voilà, c'était donc finalement tu postules à des postes en même temps que tu t'interroges sur l'assistanat et finalement tu décides de partir dans le Calvados, donc dans une grosse structure hospitalière. C'était un choix délibéré? Pas du tout. Moi je pense être une personne adaptable mais à différentes situations, mais aussi dans mon bonheur de vie, c'est-à-dire que mon but ultime c'était d'être vétérinaire pour les chevaux. J'ai adoré l'hospice, je faisais de l'anesthésie, enfin c'était très sympa. Je pense que je me serais éclatée toute une carrière dans une grosse structure. Aujourd'hui, je fais de l'itinérante, ça me plaît aussi énormément. J'avais pas d'a priori, moi j'aurais trouvé de l'équine pure. C'était pas fixé comme objectif d'être dans une structure. Le seul truc que je voulais faire, c'était que des chevaux. C'était mon seul but. J'aurais trouvé en itinérante en sortant d'école, je serais partie là-dedans, quoi. Et comment elle se passe cette première expérience? Quels apprentissages t'en tirent? Que c'est dur, que en fait on se rend pas compte. Moi j'ai pris une grosse claque en sortant d'internat du coup. Bah c'est marrant parce qu'on travaillait pas loin l'une de l'autre, on se voyait beaucoup à cette époque, on était dans deux cliniques assez proches. Mais dur, très dur, parce qu'en fait on a l'impression de tout savoir. En fait c'est pas ça. On se dit que on arrive quand même à une bonne dose de connaissances. Ça fait 1 an que, en plus, on n'était que 4 pendant notre année d'internat, donc on a bossé quoi. Et voilà, qu'on arrive avec plein de trucs, que ça va être super, qu'on va mettre tout ça en place. Et en fait, moi, je me suis pris un grand mur dans la figure en me rendant compte que j'ai eu l'impression de réapprendre tout, en fait, de repartir à zéro, de plus rien savoir, parce que parler aux clients, expliquer, à savoir amener le traitement aux clients pour qu'il y ait une bonne observance, etc. En fait, tout ça, on sait pas faire, ou j'ai oublié en 1 mois de repos entre les deux, je sais pas. Non, mais moi je me suis pris la même claque que toi, hein, tu sais. Y a pas de problème vraiment, là-dessus. Je me suis dit mais en fait, waouh, j'étais pas prête à ça quoi. Heureusement, je suis tombée dans une équipe où du coup c'est de l'hospice. Donc c'est un petit côté quand même cool, tranquille. Parce que tu peux prendre le temps. Exactement. Il n'y a pas les clients qui sont, enfin pas tout le temps dans tous les cas. Et puis j'ai été encadrée. Je me souviens de mes premières coliques, mon premier poulain qui allait très bien, mais que je suis allée voir pour un bilan de santé. Je passais du temps au téléphone ou à rappeler les vétos, à me dire allez je sais ça, je sais. Enfin vraiment à relire des fiches. Ça a remis en cause tes connaissances fondamentales. Mes connaissances complètement. Ouais. Moi j'ai vraiment eu l'impression de ne plus rien savoir, et j'ai l'impression d'avoir tout réappris.
sur le terrain. C'est bizarre, mais ça m'a vraiment fait cette espèce de un peu comme en retour de maternité, en mode oh là là, mais je ne sais plus rien faire, mon Dieu, au secours. Ça a vraiment été ça. Ouais. Non, c'est marrant ce que tu dis parce que moi je l'ai pas vécu comme ça. Non, je suis pas sûre. J'ai pas beaucoup de copines qui l'ont vécu comme ça, mais moi c'est vraiment. Moi je l'ai plus vécu comme on a tout appris ce qui était théoriquement parfait et on arrive en fait et il y a une réalité de terrain qui est telle qu'en fait quelque part tu peux oublier le golden standard quoi. Ah oui, aussi. Mais j'ai pas eu l'impression de devoir tout réapprendre en fait, j'ai eu l'impression de devoir ajuster mes connaissances au terrain. Ah ouais non moi c'était c'est intéressant. Il se reconnaîtra peut-être un de mes patrons à Deauville qui m'a dit tu sais, on sort d'école, mais on sait pas tout. On apprend tous les jours, et je pense qu'on est au summum de notre connaissance et de ce qu'on sait faire vers 45, 50 ans. Après là, on est bien, on est confortable, et puis après, forcément, sur la fin de la carrière, on se met pas à jour. Enfin, il y a des nouveautés qui sortent et tout, et là, on est moins bon. Mais j'y repense régulièrement. Et quand il me l'a dit, bien sûr, je l'ai pas accueilli comme aujourd'hui avec 10 ans de recul. Il avait très raison, quoi. On apprend tous les jours, j'en apprends encore tous les jours. Comme quoi, parfois, il faut écouter. Ouais. On n'a pas ce recul-là, mais c'est normal. Je veux dire, l'expérience, ça ne s'acquiert que par l'expérience et le temps. Donc voilà, mais ouais. Donc c'est une bonne première expérience quand même, avec pas mal de stress. Ouais, beaucoup de stress. A posteriori, 10 ans après, je dirais que c'était une très bonne première expérience, vraiment humaine, veto. Enfin, je regrette pas du tout. Après, je cache pas que arrivée jeune femme, pourtant il y avait d'autres femmes dans l'équipe. Hein, c'était pas, j'ai pas eu de porte à enfoncer, ça a pas été le souci. Mais pour la clientèle, c'était plus nouveau veto, jeune veto. Et ça a été dur. Il y a eu des moments difficiles, il y a des moments d'incompréhension aussi avec les patrons. C'est pas la même génération. Je pense qu'ils m'en voudront pas de dire ça, mais voilà, c'était ça a pas été tout rose non plus, quoi. Faut pas. Mais aujourd'hui, j'essaye de n'en garder que les bons enseignements parce que dans le fond, c'est ça. J'ai quand même appris beaucoup là-bas et plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Et t'es restée combien de temps ? 1 an et 8 mois. D'accord. Et comment se fait la transition vers ton deuxième poste, plutôt en région nantaise ? Mon conjoint, toujours le même, a du boulot sur Nantes, donc il faut changer de région. Et je cherche. Il y avait Gaëtan Gaulier qui cherchait aussi quelqu'un pour compléter son équipe. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. La transition très bien. Parce que là, tu passes d'un poste plutôt avec pas mal de speed à un poste en 100% itinérant. 100% itinérant. On avait un peu de repro à la clinique. À la clinique, ouais. Mais sinon que de l'itinérant. Et puis la repro, c'était des juments qu'on nous laissait. C'est-à-dire c'est pas les clients qui viennent et puis qui repartent, qu'on voit tous les jours, quoi. Donc ça c'était un peu et pareil d'une équipe plutôt assez grosse, importante à une petite équipe. On est 2 quand je suis arrivée, puis Charlotte, je devais être la numéro 3, puis Charlotte est partie 2 mois après, donc en fait on a été 2 pendant 6 mois, puis on a regrossi parce qu'il y avait vraiment besoin de 3 vétos. Et donc comment ça se passe vraiment ce changement radical de ton quotidien ? Pas très bien au début. Moi, à chaque début de ces 2 boulots là, ça a été difficile, plus parce qu'il a fallu se réhabituer à la clientèle. C'était pas la même clientèle, elles attendaient pas les mêmes choses, elles entendaient pas de la même manière le discours que j'avais. À quel niveau du coup ? Je trouve que en fait j'avais à Deauville c'était les courses, c'était des professionnels et puis il y avait au final au bout d'un certain temps on les connaît donc ils apprennent à faire confiance. En fait ce qui a été dur ça a été de renouer une confiance avec les clients alors que moi je n'ai jamais été dans le monde du cheval de base. Enfin, je veux dire, je fais des balades et des stages jusqu'à mon galop 4. Donc, c'est vraiment, je veux dire, moi, je connais pas le monde des courses, je connais pas le monde du saut, je connais pas le monde des poneys, je connais pas le monde de la volte, je connais rien. Voilà. C'est pas compliqué. Je sais les soigner, mais je viens pas de ce monde-là. Et donc, il a fallu tout apprendre, les codes. Moi, on me parlait de, ça veut rien vous dire. Enfin, peut-être te parler un peu, mais on me parlait de Canaan, qui est quand même un étalon, très utilisé, très connu. Je connaissais pas, quoi. Donc, il faut avoir de l'assurance parce que quand même si on n'a pas confiance les clients le sentent et puis derrière eux n'ont pas confiance et à côté de ça je pouvais pas mentir. Enfin je veux dire moi j'ai jamais c'est pas la manière dont je fonctionne donc
Ça a été dur de que les gens me fassent confiance à nouveau, quoi. Ouais, parce que c'est un milieu qui est assez fermé en fait finalement, donc tu as dû adopter les codes et t'adapter à ça. Ouais, exactement. Et au final, et alors ça, pour ça, je le remercierai jamais assez, Gaëtan. Il a été un patron extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire que des clients mécontents, on en a tous. Voilà, je veux dire, c'est évident. C'est dur à gérer quand on est jeune parce que on se dit que c'est de notre faute. Enfin, moi, c'est ce que je me disais dans tous les cas. Je me dis, s'ils sont pas contents, c'est parce que moi, j'ai pas bien fait. Et Gaëtan a été vraiment top parce qu'il m'a dit, en fait, Clémentine, t'as fait tout très bien. C'est juste eux qui, pour une raison X ou Y, qui leur est propre, ne sont pas contents. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à prendre un autre veto. Ça ne me dérange pas. Et ça a été un soulagement énorme parce que quand on est salarié, se fâcher avec les clients, c'est difficile parce qu'on se dit que nous, on est payé, mais que le patron, il y a un manque à gagner quand même. Et ça, il m'a permis d'avoir confiance en moi là-dessus. C'est-à-dire de me dire, en fait, ils sont pas contents, certes, mais c'est pas parce que j'ai fait une grosse bêtise. Peut-être je me suis mal exprimée, ma communication était pas bien, mais le cheval, j'ai rien fait de mal, quoi. Et j'ai, voilà, à apprendre, certes, mais pas à me flageller, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai gagné. Les 3 premiers mois ont été difficiles, et puis après, ça a été que dans le mieux jusqu'au bout, quoi. Ok. Et du coup, c'est dans ce deuxième poste que vous décidez de fonder une famille. Ça arrive à quel moment? Bonne question. Je suis arrivée en 2014 et Mathias est né en 2016, donc assez rapidement. Assez rapidement, mais finalement peut-être aussi au moment où tu commences à être plus à l'aise dans ton poste ou rien à voir. Ouais, si. Ça a pas été lié au fait que je me sente mieux dans mon poste. C'était des raisons personnelles à la maison. Enfin voilà, pour nous c'était le moment. Et puis aussi il y avait avec Gaëtan une potentielle association envisageable. Et l'idée c'était de faire les enfants d'abord en tant que salarié et envisager l'association derrière. Et ça, tu peux nous expliquer parce que c'est une grande question chez les jeunes femmes vétos de se dire à quel moment tu fais tes enfants et à quel moment tu t'associes. Alors, j'ai pas la version libérale parce que moi, je les ai quand même fait tous les deux en salarié. Donc, je sais à peu près. Voilà. En gros, salarié, c'est il y a quand même pas mal d'avantages, c'est-à-dire que on se met en congé pato parce que en équine à 5 mois et demi. 5 mois et demi. Bon, moi ma gynéco elle aurait bien aimé 5 mois, mais je lui ai dit non, je vais faire un peu plus, je me sens bien. Mais voilà, à 5 mois et demi de grossesse, ils disent stop, vous arrêtez, vous restez à la maison. Et ça, le patron, alors il me semble que le patron ça lui coûte rien. Mais à vérifier. Je veux pas dire de bêtises. Oui, on a un article là-dessus, on mettra le lien en commentaire. Ok, voilà. Et moi, je suis payée par la Sécu, puisque je suis en arrêt maladie. Donc, mis à part peut-être 3 jours de carence, voilà. Alors, certes, je suis pas payée à hauteur de ce que je gagne, puisque il y a un plafond pour la Sécu, mais on gagne 2 000 € par mois, net par mois. Ce qui est quand même très correct, et on est à la maison, donc il y a pas le risque, il y a pas le risque financier, et après il y a les 16 semaines, je crois, non, moins. Si ça doit être 16 ça. semaines de pareil, on mettra de congé de congé derrière, où en fait pendant ce temps-là, le patron il a l'argent pour embaucher quelqu'un en remplacement. En ce moment, la conjoncture est un peu moins évidente, mais moi, j'ai trouvé pour mes 2 maternités, j'ai trouvé des remplaçantes qui, en plus de ça... Dans ta réflexion, t'intègres beaucoup le patron. Ah ouais, donc ça faisait complètement partie de ta... Ah ouais, c'est... T'en avais discuté avec Gaëtan? Oui et non. Il savait que je voulais avoir des enfants. Gaëtan, il m'a dit oui, bien sûr. Enfin, d'un autre côté, il a pas son mot à dire, mais mais voilà, il y avait pas, il a jamais été à me dire tu m'embêtes ou ça me met dans la panade ou rends-toi compte que c'est pas le moment. Enfin, jamais. Puis en plus, il y en a un qui est né en décembre, l'autre qui est né en juin. Donc en fait, pour les deux, il y a eu un moment, c'est tombé pendant la saison de gynéco. Enfin, dans le fond, ça n'a jamais été un souci. Mais je sais pas. Oui, en fait. Je pense que ça va avec mon caractère. En fait, j'ai toujours eu ce côté, je pense, un peu libéral, à essayer de comprendre le côté des patrons et à m'investir. Certes, j'étais pas associée, mais voilà, à m'investir dans la décision. Et puis, le fonctionnement de la clinique faisait que on avait des décisions
d'achat, de commandes, enfin ce genre de choses, même si on avait une ASV, ce qui fait qu'en fait, voilà, moi j'avais pas envie de partir en congé maternité et que ça mette mon patron dans la panade financière dans tous les cas. Ouais, je comprends. Et du coup, ton premier enfant naît, un petit garçon, et là, t'es obligé d'organiser cette reprise du travail. Comment ça se passe? Oh c'est surtout organiser ta vie. le remplacement. Il a fallu trouver une remplaçante. Et puis après, la vie après, ça c'est toutes les jeunes mamans qui vont connaître. Il a fallu trouver une nounou qui accepte des amplitudes horaires à rallonge, parce que avec 2 vétos à bosser à temps plein, voilà, on finit pas à 17h. Et j'ai essuyé énormément de retours. Ah, jusqu'à 19h? Ah non, c'est pas possible. Genre j'avais des listes de 200 noms de nounous, j'en ai rayé 170, enfin c'était vraiment compliqué. Puis on a trouvé une assistante maternelle qui a accepté de garder Mathias jusqu'à 19h et potentiellement 19h30 si jamais il y avait une urgence. Elle était au courant, mais enfin c'est arrivé entre Alex et moi à récupérer Mathias, on s'en est sorti quoi. Mais bon, oui, il y avait des amplitudes horaires et à partir de ce moment-là, j'ai plus travaillé le mardi. Je travaillais pas un jour par semaine fixe. Et du coup, c'était quand même ça en moins à la nounou, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu t'étais pris autant un mur avec la maternité qu'avec la découverte de l'équine. Ouais. Un retour. Et pourquoi du coup? Horrible. J'en sais rien. C'est les femmes enceintes vous diront que nous n'avons plus qu'un neurone quand on est enceinte. C'est quelque chose qui est un peu drôle à dire comme ça, mais vraiment parfois c'est sur l'impression qu'on a. Donc c'est plus sur la partie quand t'étais enceinte que. Ah non, mais même après. C'est-à-dire qu'en fait. Alors, je saurais pas vous expliquer physiologiquement le pourquoi du comment. C'est un phénomène qui est décrit. Mais oui, et puis pour en avoir discuté, enfin, je crois qu'en plus ça s'explique ou s'expliquerait. Enfin, je veux dire, c'est étudié, donc je suis pas la seule. Mais vraiment, je repartais sur un abcès de pied. C'est limite, il fallait que je réfléchisse, enfin quelque chose qui est quand même basique, à comment j'allais faire avant, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout oublié. Et pas tant sur comment soigner, mais combien de temps je mets le traitement, qu'est-ce que je fais. Enfin, après. Et ça a duré combien de temps? Oh, c'est une bonne question. Pas quelques mois, pas énorme, 2 mois, un truc comme ça. C'était assez déstabilisant. Ah ouais, c'est assez déstabilisant, ouais. Après, il faut voir que d'abord il y a la grossesse, le chamboulement, j'imagine hormonal, tout ça. Enfin, ça c'est évident que ça joue. Et puis notre charmant petit bambin ne dormait pas la nuit, donc il faut y retourner à 3 mois. Mais bon, moi je me levais toutes les nuits, j'allaitais par choix. Enfin voilà, j'étais contente de le faire. Mais en attendant, c'était moi qui me levais la nuit. L'autre chose, enfin ça c'est une question très perso, mais Alex est chirurgien, lui il opère le lendemain matin. C'était pas non plus une bonne idée que lui il y aille avec 36 000 cernes sous les yeux. Donc on était tous les deux à avoir besoin de dormir à peu près correctement pour le boulot le lendemain et donc on était fatigués quoi. Et cette question du sommeil, moi j'ai connu la même chose avec mes 2 enfants qui n'ont pas dormi en alternance. Je crois que toi tu as eu le problème aussi avec tes 2 enfants. Bienvenue au club. Et du coup, comment tu as fait pour concilier cette fatigue abyssale avec ton travail? Un travail qui est très mobilisant, intellectuellement mais aussi physiquement. J'ai appris à un peu moins dormir la nuit parce que j'étais une très très grosse dormeuse. J'ai appris à tolérer, à encaisser. Je pense que j'ai trop encaissé. D'ailleurs derrière, on en discutera après, mais ça c'est pas forcément terminé dans la douceur et dans les petits oiseaux. Non, c'était dur. Parfois je faisais la sieste, mais bizarrement j'ai eu du mal à faire la sieste parce qu'en fait la journée on est tellement à courir partout. J'avais le même problème. Que se poser c'était difficile pour moi. J'ai plus fait enceinte que après en ayant repris le travail. Parce que t'avais un cumul avec pas mal de gardes en plus. On était 3 vétos, donc. Donc c'est quand même énorme, ouais. Ouais. Mais c'est pas tant les gardes qui me dérangeaient, c'était vraiment le manque de sommeil. Enfin, on est fatigué quoi. Et puis vraiment ce côté où j'avais l'impression de plus pouvoir réfléchir, de plus savoir quoi faire avec les chevaux, alors que quand même ça faisait déjà un petit bout de temps que je travaillais, donc je devais savoir. Mais j'ai eu un bon mois de reprise. Heureusement que j'avais des collègues qui étaient là, qu'on pouvait discuter ensemble et que parfois je glanais 2-3 informations absolument évidentes. Tu mets combien de temps déjà, toi, la calmagine? Ah oui, ah ouais, bien évidemment. C'est bien de me le redire. Voilà. Et t'en as parlé avec eux? Non, pas du tout.
Je sais pas, faudrait leur demander. Je sais pas si elles s'en sont rendues compte, mais non, je pense pas. Après voilà, j'ai toujours, parce que je te disais, hein, sur mon premier boulot, j'ai fonctionné comme ça. Je regardais, je me remémorisais et tout. En fait, je refaisais ma consulte avant de la consulte dans la voiture, donc au final, j'avais des trucs pour pallier. Mais ouais, non, si je suis pas. T'as eu le même phénomène sur ta deuxième grossesse? Oui, mais comme je savais que ça allait arriver, je l'ai mieux géré. D'accord. T'as anticipé. Ouais, parce que en fait, d'abord, j'avais pas peur d'avoir tout oublié parce que je savais que ça reviendrait vite. Donc déjà, il y avait cette angoisse entre guillemets en moins, quoi. Voilà. Oui, je ne sais plus rien, mais en fait, je sais. C'est juste que j'arrive pas à mobiliser mes connaissances. C'est déjà une manière psychologique de le voir différemment. Et puis je savais que ça allait passer. Donc après, je posais les questions. Si j'avais un doute, j'appelais mes collègues. Et puis du coup, c'est passé plus vite aussi. Enfin, dans mes souvenirs, parce que ça remonte à 4 ans maintenant. Donc finalement, premier enfant, mais un deuxième qui arrive assez vite derrière. Vite, très très vite derrière. Combien d'écart? 18 mois. Donc, 18 mois, ah oui, d'accord. Ouais, j'ai été enceinte aux 9 mois de Mathias. Ouais. Et donc 2 enfants, c'est pas la même chose qu'un enfant? Non, 2 enfants, c'est pas la même chose qu'un enfant, surtout qu'il faut gérer... alors là, bon, tous les problèmes de nounou que les jeunes mamans connaîtront, parce que c'est quand même une galère sans nom et un poids pour organiser la garde des enfants, c'est hyper compliqué. Et puis 2 enfants, c'est Mathias dormait pas, Lénaïs dormait, puis après c'est Lénaïs qui a pas dormi, et puis là, c'est pas la même organisation, quoi. Donc moins de temps de repos à la maison, quoi. Parce que quand on en a qu'un et qu'il se repose, alors on dit toujours reposez-vous en même temps, c'est toujours facile à dire et tout, mais quand il y en a 2, il y a même plus ce moment-là, en fait. Donc en fait, c'est non-stop au boulot. Les enfants et le boulot. Ouais. Après, j'ai repris à 80%, et donc je m'étais gardée une demi-journée sans enfants, sans travail. Pour respirer. Ouais. Parce que c'était quand même... Alors bon... pour respirer, faire les trucs à la maison, enfin tout ce qui a besoin d'être concentré en dehors du travail, quoi. Parce qu'avec les enfants en bas âge, c'est impossible. Mathias était très très demandeur. Je me souviens d'allaiter Lénaïs en même temps que je lisais un livre à Mathias. Enfin, j'avais 2 bébés, quoi. C'était vraiment. Oui, bien sûr. Donc ça, c'était dur. Et puis très très dur au point où, en fait, je l'ai pas vu venir. Je sais. Du coup, c'est un peu flou dans ma tête, mais ça a été dur au point où à un moment je me suis dit, j'étais bien que au boulot, et à un moment où je me suis dit, en fait je me verrais bien dans le fossé, juste finir à l'hôpital qu'on me foute la paix, quoi. Juste arrêter. Ouais, donc des symptômes de burn-out parental. Ah complètement. Ouais. Parce que c'était déjà, Lénaïs avait déjà 1 an, quoi, donc c'était pas du juste postpartum qui était difficile. Non, c'était et le boulot c'était mon oxygène, quoi. Parce qu'il y avait pas les enfants, je rentrais dans la voiture, je fermais la porte, c'était mon espace à moi, mes clients à moi qui m'appréciaient parce que du coup ça faisait déjà quelques années que j'étais là, donc qui me connaissaient, et voilà, c'était ma bulle. C'était ta bulle, ouais. Exactement. Et je rentrais à la maison après c'est normal, hein, je veux dire c'est des enfants en bas âge, je pense qu'on a des enfants qui sont pas les plus cool et les plus simples du monde quand on compare à pas mal, mais on est aussi plein à être dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, ils sont demandeurs, c'était 2 qui demandaient maman en même temps, et puis Alex travaillait beaucoup aussi, donc enfin je veux dire, on était quand même Mais c'est pour ça que ton témoignage est intéressant, c'est parce qu'on en parle très peu en fait dans le boulot. C'est comme si on devait avoir, on a sa vie personnelle, sa vie de famille, et puis après on a le boulot de vétérinaire où il faut être à fond tout le temps. Or c'est des périodes de la vie qui sont quand même très compliquées à gérer, hein, des naissances rapprochées, des enfants en bas âge, des enfants à problème aussi parfois avec le boulot. Et c'est pour ça que je trouve que ton témoignage est hyper intéressant parce que t'as réussi à t'en sortir déjà. Ouais, ça c'est vrai. Donc, tu vas peut-être nous expliquer, mais qu'en fait je pense qu'on a plein de consoeurs et de confrères aussi qui sont dans ces situations-là et que c'est un relatif tabou. Ouais, c'est possible. Après, moi, je le dis, j'en parle beaucoup. Alors, j'espère ne pas déprimer toutes mes copines qui vont bientôt avoir des enfants, parce que je leur dis, en fait, moi, j'ai fait un burn-out parental complètement, hein. Enfin, il y a pas d'autre mot. Quand on écoute des émissions, des podcasts dessus, je coche quand même énormément de cases. Donc, le diagnostic, il est pas difficile à poser, mais moi, je l'ai pas vu venir. Vraiment. Et il y a un jour où ce jour où je me suis dit, oh la vache, en fait, je n'ai qu'un coup de volant à donner et je vais être tranquille, quoi.
Là, je me suis dit non, c'est pas normal. Il y a un problème, il y a un vrai problème. C'est ce genre Donc là, de tu réflexion. réalises. Ouais. Là, je me dis ça va pas. Enfin, là, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible comme ça. C'est pas pour autant que ça a été mieux du jour au lendemain à partir de là. Mais à partir de là, je me dis quand même. Et c'est là où le diagnostic entre guillemets de burn-out parental est posé. Non, pas tellement. C'est là où je me dis moi, je vais trop loin dans tolérance. Je pense pas que ce soit le bon mot, mais dans la résilience ou dans ce que j'accepte en fait. C'est trop loin. J'accepte trop. Je prends trop sur moi et là. Si je continue comme ça, je vais craquer pour je sais pas. J'ai pas fait de burn-out comme dans les professionnels. On dit par exemple, on n'arrive plus à se lever du lit, le corps est tout mou. Pas du tout. Moi, j'ai toujours continué à m'occuper j'ai toujours continué à travailler, à être dynamique parce que c'était au le boulot. côté parental finalement. Exactement. À la maison qui te posait souci. Mais arriver à ce que, en fait, c'est affreux ce que je vais dire, mais c'est pas que j'aimais plus mes enfants. Mes enfants, je les aime profondément, énormément, voilà, tous les superlatifs. Mais je ne prenais plus plaisir à être avec mes enfants. Et c'est pareil. Et là, on se dit, mais quand on devient un parent par automatisme et par obligation, et clairement plus par amour. Enfin, je veux dire, je m'en occupais parce qu'il fallait s'en occuper, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que dans la vie, il faut avancer et que sinon, t'avais plus de ressources. Ah en non, fait, pour t'en occuper. Plus du tout. Et je n'arrivais même plus à trouver même un petit moment agréable, qui aurait dû être agréable dans tous les cas, ne me l'était pas, en fait. Donc, c'était du temps à donner. J'avais l'impression de donner de moi tout le temps. On me demandait de donner en permanence dans tous les aspects de ma vie. Il fallait que je donne à mes enfants. Quand je donnais plus à mes enfants, il fallait que je donne à mon conjoint. Quand je donnais plus à mon conjoint, il fallait que je donne à mes clients. Quand je donnais plus à mes clients, il fallait que je donne à mes enfants. Et c'était en fait tout ça tout le temps. Mais aujourd'hui, je suis capable de le dire parce que c'est passé, mais ça a été pas si évident que ça de mettre ces mots-là dessus au moment où ça arrivait, quoi. Donc ouais, ça a été une période très très dure dans ma vie, très très dure. Enfin, il faut être honnête dans notre couple, parce que on est 2 parents, bien sûr, et que ça n'épargne pas. Enfin voilà, c'est une histoire de couple aussi, et beaucoup. Donc ça a été très dur. Ouais. Et comment tu fais pour prendre en main cette situation et t'en sortir? Alors, je suis allée voir une psy qui m'a aidée un peu. Ça n'a pas été radical non plus en fait, mais elle m'a aidé un peu à accepter que ce que je me demandais de moi n'était pas humain en fait. Juste, elle m'a dit ce que vous vous demandez, voilà, c'est inhumain, c'est tout. Personne n'est capable de le fournir, personne n'est capable de le faire, et c'est pas. Ça rejoint l'excellence dans laquelle beaucoup de vétérinaires sont, de tout réussir sur tous les fronts. C'est ça, enfin, pas que les vétérinaires, mais particulièrement ce perfectionnisme est très présent chez nous. Ouais, complètement. Et puis moi, je suis rentrée à fond dans la parentalité positive, répondre, paf, laisser pleurer les enfants, répondre, beaucoup d'injonctions, écouter, énormément d'injonctions. Cette parentalité positive, elle est aujourd'hui, je veux dire, les principes pour moi ils sont bons, mais la manière de l'appliquer c'était pas la bonne, enfin pas la manière dont moi je l'ai fait dans tous les cas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions et beaucoup d'auto-dévaluation ensuite parce que elle est impossible à atteindre. Exactement, impossible. Et du coup je suis pas bien avec mes enfants, donc je les fais pleurer, donc je ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin. Et ça c'est très dur. Enfin du coup c'est un cercle vicieux. Et puis en fait on pouvait me dire tout ce que j'étais pas capable d'entendre. Prends soin de toi. Oui bien sûr, mais là il y a mon enfant qui pleure, quoi. Enfin, je peux pas. Je prendrai soin de moi plus tard. Oui, mais plus tard. Je l'entendais, qu'il fallait les mots, la bienveillance, ça passe d'abord par soi-même, etc. Ce qui est dit aussi en fait. Mais ça rentrait pas, ça faisait pas écho en moi. J'ai tout donné, je me suis donné corps entier à mes enfants, quoi. Trop probablement, mais du coup, voilà, il y avait cette demande là, et puis. Alors ça c'est très égoïste, mais moi je tolérais de mes enfants qui demandent autant parce que je leur donnais l'excuse de la jeunesse, c'était des bébés, enfin au final, donc pour moi c'était normal qu'ils demandent autant, et donc c'était mon rôle de leur fournir autant, de répondre. Et quand la vie me demandait autre chose, mon conjoint, mais aussi d'autres personnes en fait, c'est sûr que c'est exacerbé par le conjoint parce que forcément on vit ensemble, bien sûr, mais même d'autres personnes. Et en fait je me disais mais en fait juste
arrêtez de me demander, là c'est ça qui est en trop pour moi. Alors qu'en fait je pense enfin encore une fois, hein, avec du recul, c'est pas vrai. Les enfants m'en demandaient beaucoup trop, j'en donnais et j'acceptais d'en donner beaucoup trop aux enfants. Et du coup, après le boulot c'est différent parce que sur les horaires c'était cadré quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vraiment c'était le en dehors du travail pour moi. C'était dès lors que tu rentrais à la maison. Ouais, exactement. Où j'existais plus quoi. Ouais. Et est-ce que le changement de poste et de région qui se fait ultérieurement, il est aussi lié à une envie de tourner la page sur cette période ou pas du tout? Alors oui et non, mais c'est pas ça qui l'a initié dans tous les cas. C'est vrai que le Covid est arrivé. Et donc, alors d'abord beaucoup de discussions avec mon conjoint qui, voilà, en tant que quand on arrive à discuter et à être posé, on a réussi quand même à trouver des solutions, à en discuter, à mettre des mots sur notre mal-être, ce qui est indispensable parce que voilà, encore une fois c'est une équipe, hein, on est à 2 là-dedans, donc c'était d'abord il a fallu refaire cette équipe en fait. C'est ça qui a été difficile, mais on en avait tous les deux envie. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est qu'on avait une énorme volonté, lui comme moi, de renouer, de créer au final, parce que je sais pas si on a réussi à la créer dès le début, mais de créer cette équipe parentale et pas juste d'être l'un contre l'autre ou de demander trop à l'autre, parce que moi je demandais aussi beaucoup, hein, ça c'est évident. Et non, je pense que pour lui dans son boulot, il en est arrivé à un stade où il fallait changer quelque chose. Donc voilà, le Covid est arrivé, ce projet pour lui en même temps. Et moi c'était bien, enfin ça m'allait bien aussi de repartir sur autre chose. L'évolution dans mon poste autour de Nantes n'allait pas dans le sens que je voulais complètement. Je me voyais finalement pas m'associer dans la structure comme elle était, et la structure n'aurait pas changé quoi qu'il arrive. Donc en fait c'était une bonne chose, un beau projet qui m'a plu, et c'est évident que ça aide de changer, mais voilà, c'était pas nos difficultés parentales initiales n'ont pas initié ce changement, ça a été vraiment un changement professionnel plutôt. Et donc après ces années quand même tumultueuses, tu décides quand même contre toute attente, ce que je trouve étonnant, de monter ta propre structure et de faire de l'équine en solo, en itinérant, donc ce qui est quand même faut être très courageux. c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire que donc l'endroit où on allait déménager c'était autour de Rennes, ça c'était acquis parce que Alex a monté une structure hospitalière, enfin un hôpital à Rennes, donc moi j'avais pas trop de choix géographique. Alors j'étais ravie d'être à Rennes, hein. Je veux dire, j'adore la Bretagne, c'est on a choisi malgré tout un petit peu ensemble, mais une fois que ça a été posé, c'était à moi de m'adapter à ça. Et moi quand je suis arrivée dans la région, je suis allée voir tout le monde, puis de manière bien offensive, pas délicate, ouais, mes 2 gros sabots. Je suis allée voir toutes les cliniques, j'ai appelé tout le monde en disant coucou, j'arrive dans la région, en plus il y avait de l'espace, je suis arrivée 6 mois ou 8 mois avant que le déménagement effectif. Donc j'ai dit à tout le monde, voilà, moi je suis véto-équin pur, j'arrive dans la région, donc est-ce que vous avez du boulot pour moi? Parce qu'en fait ce sera avec moi quoi qu'il arrive, avec moi chez vous en tant que salarié, avec grand plaisir, parce que j'aime bien le travail d'équipe en fait, ou avec moi à côté, parce que je m'installerai et je travaillerai en équine, quoi. Ça c'était un peu cette évidence dont on parlait en début d'interview, c'est moi j'aime soigner les chevaux, quoi. Je m'éclate là-dedans, j'aime tu ça. vois, tu t'es pas posé la question de peut-être faire autre chose que de la pratique. Après comme je disais aussi, je pense que je suis assez adaptable, c'est-à-dire que si un jour j'arrête de soigner des chevaux et que pour des raisons de vie, il y a besoin d'aller faire de la canine. Alors la rurale, je sais pas si je m'y remettrai, mais voilà, si c'est un choix et qu'il faut, je le ferai, et je pense que je serai capable de m'épanouir là-dedans parce que je suis pas bornée à ce que mon bonheur ne passe que par les chevaux. C'est pas vrai. En revanche, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer de faire ça et de bosser avec les chevaux. Ouais. Donc si ça fonctionne pas là, si je me casse la gueule et tout, voilà, c'est pas grave, j'aurais pris de l'expérience et puis je trouverai autre chose, je rebondirai en fait. Je pense que je m'effondrerai pas si je suis obligée de changer, et je m'adapterai. En revanche, je ferai tout pour pouvoir continuer à soigner les chevaux. Ouais. Et comment ça se fait alors, ce choix de monter ta structure finalement?
d'abord tout le monde me dit non. Tout le monde me dit j'ai pas de place pour toi. C'est pour l'instant, après ce que j'entends et ce que je comprends très bien, je veux dire, embaucher un salarié, ça a un coût. Bien sûr. Et c'est pas parce que je débarque que tout à coup toutes les portes vont s'ouvrir. Donc c'est pas grave. J'ai frappé, j'ai essayé, j'ai pas eu. Et donc il y avait 3 choix, être femme au foyer, mais ça n'était en fait pas un choix. Enfin, c'était possible, mais moi je peux pas. Enfin, encore une fois, j'adore mes enfants, mais j'ai besoin de travailler. C'est ma bulle, c'est mon boulot, c'est une partie de moi. Et tu t'es posé la question ou... Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que comme je te le dis là, sinon je reste à la maison. Non, en fait. Oui. Voilà. Tu t'es posé un quart de seconde. Mais bien sûr, c'était une possibilité. Puis Alex, il avait un salaire, un revenu, donc financièrement c'était envisageable, ou attendre 6 mois de plus, etc. Mais voilà, ça a pas, j'avais pas envie, quoi, tout simplement. Et puis après c'était monter sa boîte. J'ai des copines qui l'ont fait, et ça m'a beaucoup aidé. Pas mal, 2 copines à quelles je pense et une en particulier. Voilà, j'ai vu que c'était faisable. Elle avait des enfants aussi en bas âge quand elle l'a fait. Des vies différentes, mais dans le fond le projet était le même, et puis elle arrive à se dégager un salaire au bout de 1 an ou 1 an et demi, je pense. Donc voilà, en fait, le projet il est viable a priori sur le papier. Des vétos dans donc le tu fais un business plan. Exactement, un business plan. Je vois beaucoup avec cette copine parce que je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle a fait. C'est exactement la même chose, et je me dis voilà, on y va. J'ai le chômage puisque j'ai démissionné pour suivi de conjoint. D'accord. Donc j'ai le droit au chômage, et donc j'ai 2 ans où je peux me permettre, où j'ai un revenu, certes pas mirobolant, mais j'ai un revenu qui me permet de me dire voilà, j'ai 6 mois le temps d'installer, de faire tout. Enfin voilà, j'ai parce que un an et t'achètes demi. pas mal de matériel, une voiture. J'emprunte tout, et puis j'ai 1 an et demi pour voir si mon entreprise elle est pérenne. Et si j'arrive à d'abord par étapes. Franchement, tout par étapes, quoi. La première chose, c'était d'abord rembourser les prêts, rembourser les banques, rembourser tout ça, et payer mes fournisseurs, quoi. Quitte à gagner 0, c'était ma première étape. Être sûr que je dépense pas plus que je ne gagne. Ça a été acquis assez rapidement. Et puis après, il faut passer la barre de la rentabilité et de se verser un salaire. Ça, c'est encore autre chose. J'y arrive doucement, mais voilà. Moi déjà, si je paye mes fournisseurs, c'était ma première grande étape. Et comment tu gères les gardes? Je suis garde tout le temps pour mes clients. Alors, qui au début c'était facile, parce qu'il y en avait quand même pas beaucoup, parce que je suis partie de 0 ici, je connaissais vraiment personne. Et puis je travaille avec une véto qui s'appelle Alexandra de Backer, qui s'est installée de la même manière en solo au sud de Rennes pour le coup. Nous on est au nord de Rennes, enfin moi je suis au nord de Rennes. Et donc elle était en clientèle dans le coin un peu avant, donc elle est pas partie de 0. Mais on se supplée à nos absences. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, c'est elle qui prend mes gardes, et inversement. C'était important pour moi de autant être de garde le soir quand je suis chez moi. C'est une contrainte, mais c'est de toute manière il n'y avait pas le choix. Autant je pense que j'aurais réfléchi autrement. Enfin, je voulais vraiment trouver une solution pour pouvoir partir en vacances, couper dès la première année, quoi. Pas faire 2 ans non-stop comme certains font d'ailleurs, hein, mais ça c'était une vraie question, quelque chose auquel j'ai réfléchi tout de suite en fait. Comment faire pour pouvoir partir en vacances, couper du boulot, tout en respectant ces fameuses gardes et PCS auxquelles on est tenu, quoi. Oui, d'accord. Tout à l'heure, on discutait dans la voiture en allant voir le petit poulain. Tu dis aussi que tu as appris à être plus résiliente et à faire peut-être plus de tri et à prendre un peu de recul par rapport sur aux les urgences. Ouais, sur Est-ce les que tu urgences. peux nous expliquer? En fait, quand on sort d'école ou au tout début, on nous appelle pour une urgence. Au début, c'est vraiment la fin du monde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y retrouveront. Je me souviens, en internat, je me réveillais la nuit en entendant la sonnerie du téléphone alors que le téléphone n'avait pas sonné. Enfin, tellement, pareil. ou à re-regarder le téléphone. J'ai pas raté d'appel, c'est bon. Enfin, c'était les urgences, c'était le gros stress. Je dis pas, hein, j'ai toujours mon téléphone. C'est une vigilance de tous les instants. Il faut avoir le téléphone à côté parce que si ça sonne, il faut pouvoir au moins avoir entendu que ça sonne. Mais maintenant, je relativise. En vrai, des urgences vitales à la demi-heure, voire
dans les 2 heures, il y en a quand même pas pléthore. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de clients qui ont besoin d'être rassurés, de choses qui peuvent être déjà un peu gérées au téléphone. Et puis, mon conjoint me dit beaucoup ça et ça a fait son petit bonhomme de chemin et il a raison. Si je suis sur une urgence en train de suturer une plaie et que j'ai une colique qui appelle, je ne peux pas physiquement, je peux pas être là dans la minute. Et c'est pareil si je suis à la maison avec mes enfants j'en sais rien, à faire un trajet, je peux pas décoller dans la minute. Et j'ai appris à accepter ça en fait, et que ça ne me rend pas une moins bonne veto, et je ne donne pas un service moins bon à mes clients. Vraiment, en fait, sincèrement, j'ai pas ce sentiment-là. Parce que tu vas les rappeler et tu vas juste différer un tout petit peu. Exactement, parce que en fait, je les rappelle, parce que je sais. Après, on apprend aussi à connaître les clients. Je sais si c'est très urgent ou pas. Et si c'est très urgent, j'ai toujours des solutions. C'est-à-dire que je suis capable de partir au quart de tour s'il le faut, mais en fait, il le faut quasiment jamais. Et donc, j'arrive à gérer ça. Un exemple, c'est que pour le fait d'être à peu près bien dans ma tête, je réponds plus au téléphone quand je travaille pas. C'est-à-dire que le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Donc, je ne réponds pas au téléphone. Si c'est une urgence, ils laissent un message. Il y a aucun problème. Ils vont réussir à me contacter. Je sais que le téléphone, il sonne, mais volontairement, je réponds pas parce que d'abord, il faut que, et les gens l'entendent et le comprennent. C'est pas un problème, ça. Que, le samedi et le dimanche non plus, je travaille pas. Donc, si c'est pas urgent, ils laissent un message et je rappelle le lundi. J'ai découvert une super fonction qui s'appelle message différé dans les SMS. C'est-à-dire que si j'ai un client qui m'envoie un message pour me donner des nouvelles de son cheval le samedi après-midi, je réponds sur le coup, mais mon message, je l'envoie le lundi matin. D'accord. Parce que j'ai envie que les gens, pas, ça. Ouais, même sur, ça existe beaucoup dans les mails, oui, bien mais sûr. même sur les textos. Et du coup, comme ça sort de mon esprit, et le lundi matin, j'ai pas 15 000 textos à écrire, parce que sinon, ça peut rajouter quand même du travail. Mais les gens s'imaginent pas qu'en fait ils peuvent m'appeler samedi, dimanche. Je pas que t'es corvéable à merci pour un oui, pour un non. Pour un oui ou pour un non. Bien sûr que et j'espère que mes clients le savent. Je suis disponible pour les vraies urgences et pour les vrais soucis. Je répondrai toujours. Mais sauf en vacances où c'est Alexandra qui répond, parce que pareil en vacances je coupe. Je suis pas en vacances. Mon téléphone pro est éteint pendant mes vacances. C'est vrai que les véto-équins sont particulièrement dérangés le week-end, notamment parce qu'il y a des concours, etc. Et les clients ont énormément de mal à se dire que ce sont des moments où ils ne travaillent pas et que finalement c'est de la charge mentale professionnelle qui vient s'insérer dans tes moments d'espace vital, quoi. Pour l'instant, mes clients comprennent très très bien, aussi parce que quand je peux, je réponds. C'est-à-dire qu'ils savent que si je peux pas, c'est que, j'espère. Et tu leur expliques aussi? Ah ouais, complètement. Oui, d'accord, oui. ok. Mais je leur dis oui, je me dépêche. En revanche, je peux pas partir avant 40 minutes, donc je suis chez vous dans 1h10, voilà. Et ils l'entendent, hein. Alors il y en a qui sont très très stressés et du coup je l'entends, je les rassure ou j'essaye de faire plus vite, mais à un moment on peut pas faire plus vite que la musique, quoi. J'essaye de pas dépasser l'imitation de vitesse. Aucun intérêt. Il gagne 5 minutes, le cheval il est pas à 5 minutes près et oui, puis c'est ta vie qui est en jeu. Exactement. Ou la vie des autres usagers. Oui. Complètement. Donc non, j'ai appris à prendre du recul, mais fait 10 ans que je suis sortie d'école et j'apprends encore. C'est-à-dire qu'il y a encore ce petit moment de panique, de oh là là mon Dieu, faut que j'y aille, comment je fais, genre vraiment panique à bord, je vais pas y arriver. Et après je souffle un grand coup et je me dis bon allez, on va y arriver, on va trouver une solution. Et j'ai toujours trouvé des solutions, quoi. C'est un message assez positif pour les jeunes vétérinaires qui nous écoutent et qui sont très stressés par les gardes. C'est qu'à un moment, on arrive aussi à une gestion, à une organisation et à une forme de résilience qui permet de mieux gérer cette contrainte-là. Il faut apprendre et ça c'est très difficile, mais j'ai envie de dire à dire zut à cette injonction de perfection dont on parlait tout à l'heure, qui dit qu'il faut être au chevet du patient en 5 minutes. D'abord, c'est pas possible. Moi, j'ai des clients, ils sont à 45 minutes de chez moi. Donc, quand bien même, je claquerai des doigts pour m'habiller et pour arrêter tout ce que je suis en train de faire à côté, je mets 45 minutes pour y aller. Et ils le savent. C'est le deal. Moi, je travaille avec eux, aucun problème. En revanche, pour les urgences, je peux pas être là avant 1 heure. Ils le savent. Voilà, c'est tout. Et ils l'entendent, en fait. Si on leur explique, il n'y a pas de souci. Et puis, après, il faut les briefer. C'est des pros. Ils ont aussi une conscience professionnelle. Il y en a qui m'envoient des textos en mode, ah, j'ai une colique sur le feu, je fais de la calmagine, je te tiens au courant. Bon, au moins, ça permet de s'organiser en amont. Enfin, c'est aussi, c'est important. Mais oui, les gardes,
Je dis pas, hein, moi je suis contente en vacances de découper le téléphone et de pas être scotché à mon téléphone, c'est quand même une contrainte, mais on peut arriver à prendre du recul, mais il faut accepter que voilà, c'est pas parfait et c'est pas grave. Et c'est dur. Et dans ce quotidien ultra chargé déjà, tu t'arrêtes pas là, tu fais aussi un podcast. Ouais, c'est vrai. Qui s'appelle Santé Cheval par Epo Navette. J'invite nos auditeurs à le découvrir. Il y a 8 épisodes en ligne actuellement. Donc tu parles de l'asthme équin, de la vaccination, vermifugation. Un que j'ai pas mal aimé sur l'obligation des gardes dans la continuité des soins pour expliquer en fait comment ça fonctionne, ce que les gens savent très peu. Les gens savent pas. Et du coup, moi je pense que c'est important d'en parler parce que les gens sont pas bêtes. On est dans dans une ère où tout le monde a envie d'un équilibre pro-perso, mais il n'y a pas que nous, hein, tout le monde, et les gens aussi dans leur quotidien. Et quand tu leur expliques, en fait, ils comprennent. Donc, mais il faut leur dire. Oui, je mettrai aussi cet épisode-là parce qu'il est vraiment intéressant pour les auditeurs. Et comment ça devient cette idée de podcast ? Eh bien, alors, au début quand je me suis installée, j'avais pas énormément de boulot, donc j'avais du temps libre. Et quand on démarre et qu'on a du temps libre, le but du jeu, c'est de faire de la com. Donc, je suis très présente sur Facebook. Je me suis mis Instagram un peu plus tard, mais le podcast m'est venu. J'adore ce format. J'en écoute beaucoup dans la voiture. Je suis beaucoup en voiture. J'ai des longs trajets, et donc, la radio, ça va bien 5 minutes, mais avoir du contenu qu'on a envie un peu plus spécifique. C'est mieux. Enfin, moi, je préfère. Donc, c'est un format que j'aimais beaucoup. Et je sais pas si tu connais Olivier Geffroy et Horse Masterclass là. Oui. Ils ont cherché une personne pour gérer les contenus comme ça de podcast et j'ai demandé si je pouvais postuler. J'avais du temps. A priori, c'était un boulot. Alors clairement à mi-temps à faire à la maison. Enfin voilà. Et l'entretien d'embauche, l'exercice demandé pour postuler. Donc l'exercice demandé pour postuler, c'était de faire un podcast de vulgarisation d'un article scientifique. Donc on avait des articles. Je l'ai lu, je l'ai expliqué. Travail d'internat quoi. Enfin ce qu'on a fait en long en large et en travers cette année-là. Non, de la synthèse d'article scientifique, pas de la vulgarisation. Non, c'est vrai, c'était de la synthèse. La vulgarisation. Là, c'était de la synthèse. C'est un autre exercice. Non, c'était de la synthèse. C'était de la synthèse. C'était à destination des vétérinaires. Okay. Voilà, c'est de dire donc vraiment un exercice que j'ai eu fait dans ma jeunesse. J'aime bien ça. Enfin, comme je te disais, moi, j'aime bien expliquer, enseigner. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît, transmettre. Et du coup, ça m'a plu. J'ai adoré ce format, j'ai adoré cet exercice et je me suis dit, en fait, quitte à avoir pris le temps de réfléchir à une intro, de réfléchir à quel logiciel, parce que c'est moi qui l'ai monté. Enfin, voilà, moi j'aime ça. Je suis un peu geek sur les bords et vraiment ça me plaît. Et je me suis dit, en fait, je vais en faire un pour ce que je fais tous les jours avec mes clients, c'est de la pédagogie, quoi. Vous voyez, l'asthme, c'est ça. Ça reboucle avec ton envie de transmettre. Mais complètement. Et je pense que j'adore ça. Je m'éclate à faire ça. C'est pas du travail, quoi. C'est vraiment un truc que j'aime faire. Et c'est transmettre, c'est expliquer aux gens. Moi, je suis pas le genre de véto qui arrive, qui dit votre cheval il a ça, faut le traiter comme ça et puis c'est tout. Il y a des gens, ils aiment ça. Moi, ces gens-là, c'est pas mes clients parce qu'ils ne m'aiment pas du coup. Et j'en ai qui ont besoin d'un véto qui explique pas forcément grand-chose. Et du coup qui est sûr de lui, hyper sûr de lui, le traitement c'est ça et ça ira mieux et puis c'est tout. Moi je peux pas, c'est pas la manière dont je fonctionne, j'explique, j'ai envie qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on met en place ce traitement là parce qu'en plus je pense qu'ils le font mieux du coup derrière et en plus de dire que en théorie ça fonctionne, normalement ça marche mais qu'on est dans de la biologie, qu'il y a rien de mieux qu'un cheval pour vous faire mentir et donc que parfois ça fonctionne pas comme ça et donc moi mes premières consultations je leur dis on peut aller faire des LBA, des endoscopies, des machins, des trucs en fait j'explique beaucoup. Alors il y en a qui adorent et qui ont l'impression qu'enfin on les considère parce que du coup c'est un peu parce que tu prends le temps. Je prends le temps et il y en a d'autres qui aiment pas mais ceux-là ils me rappellent pas puis c'est pas grave en fait, ça me dérange pas du tout et donc je les fais en podcast et donc maintenant quand j'ai des consultes d'asthme je réexplique un peu moins et je leur dis allez écoutez mon épisode. Exactement. Et puis ça se réécoute en fait, tu vois, c'est vraiment un format que je trouve bien. J'ai des copains vétos qui m'ont dit que ça leur avait vachement plu, surtout c'est bête mais des ruraux qui ne font que peu d'équine. Ouais, l'épisode sur contre quoi on vaccine. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit non mais en fait c'est cool parce que nous ça nous remet les idées en place quoi. C'est pas condescendant, c'est juste qu'en fait ils savent pas forcément tout et c'est normal. Enfin moi
me demandez pas de soigner une vache ou un chien, quoi. Je sais pas faire. Et s'il y avait des podcasts là-dessus, j'en découvrirais tous les jours. Mais donc bon, ouais, j'aime ça. Et là, j'en prépare d'autres pour cet été et c'est vraiment. Mais j'ai moins le temps, donc j'en fais moins. Parce que t'as plus de clients. Plus que j'ai plus de clients, exactement. C'est tant mieux. L'activité se développe et c'est tant mieux. Mais c'est vraiment quelque chose. J'ai envie de me garder le temps de faire ça. J'en ferai peut-être pas aussi régulièrement, ça prend du temps, mais c'est quelque chose que je veux pérenne, ouais. Ouais, c'est un chouette projet. Ouais. Et puis c'est sur le temps de boulot, donc pour le coup, si j'ai pas le temps parce que j'ai des choix à aller voir, le podcast passe après, c'est du boulot, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un salaire décent. Non, on peut me souhaiter. Enfin, moi, ce que j'aimerais avoir pour la suite, c'est trouver un équilibre qui me convienne entre la vie de famille, qui est importante. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de faire du 8h, 20h, 5 jours par semaine. C'est sûr que non. Pro, avec une activité qui se développe, et puis un revenu correct. Moi, je sais bien que à vouloir un équilibre pro-perso, je serai jamais payée comme certains autres vétos, encore moins en équine. Mais c'est pas mon but premier. Après, si je peux avoir un salaire qui me permet quand même de vivre correctement, c'est mieux. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Clémentine. Je te remercie parce que tu t'es vraiment confiée sur des choses pas forcément évidentes. Ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, on vit tous ça. Et personne le dit. Et il faut le dire, en fait. Et il faut pas, moi, s'il y a des gens qui veulent m'appeler parce qu'elles sont en dépression, parce qu'elles ont envie de tuer leur gamin, ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et d'abord, on s'en sort. On s'en sort aussi des gardes relous et à se dire, mon Dieu, je m'en sortirai jamais. Après, il faut avoir un peu de caractère et dire, stop, en fait, ça, je ne veux pas et donc je change. Ça, c'est dur. Mais on s'en sort de tout. Et si moi, je peux aider les gens à se dire, en fait, je suis pas anormale et juste, je peux trouver à autre chose et un autre équilibre, ce serait top, quoi. Ouais, je te remercie pour ce retour d'expérience. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.